Voici le dieu Baal. Alors Baal veut dire quoi? D'un point de vue étymologique, Baal veut dire seigneur. Donc ça vient de la Mésopotamie. Il y a tellement de langues sémitiques entre le sumérienne, babylonienne, akkadienne, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon on n'en finirait pas. Mais en l'occurrence, Baal veut dire, dans la traduction, seigneur. Donc n'importe quel dieu pouvait s'appeler Baal quelque chose, puisqu'il caractérise le seigneur. En l'occurrence, il est souvent représenté, comme vous le voyez ici, avec des cornes de taureau sur son casque. Il a dans sa main gauche une lance qui part en effilochement comme ça. Ici, on a les éclairs ou la foudre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a une sorte de maillet dans la main. Ça, c'est une des représentations qu'on peut lui donner, mais il a aussi comme autre représentation, comme objet dans la main, le marteau. Et on n'est pas sans rappeler l'image de Thor, justement, dans cette histoire. Alors Thor, le dieu justement des Vikings, alors on a d'une part la foudre, on a potentiellement le marteau, selon les retranscriptions de Baal de ce que l'on fait, et on a les cornes. Donc quand on le voit on voit Thor dans ses différentes représentations, bah, il a les cornes, bien évidemment, avec son marteau, il dirige, il contrôle la foudre. Sachant que le Thor, bah, il y est, hein, il le porte dans son nom. Donc qui dit Thor dit taureau dans cette histoire. Thor, taureau, taurus, et comme de bien entendu, l'évêque Saint-Saturnin a été disloqué, notamment, je vais essayer de retrouver la chose, donc arrêté au Capitole, là où s'élève aujourd'hui l'église Notre-Dame du Thor. Donc l'histoire du Thor ou du taureau, ou en l'occurrence ici dans la représentation archétypale symbolique de la matière, au travers d'un homme, ce qui est important. On y reviendra dans l'histoire un peu plus loin. En l'occurrence, Saturne a des connotations extrêmement péjoratives, hein, parce que quand on parle de Saturne, on parle de Satan, et Satan, c'est l'obstacle. C'est ce qui, on va dire, nous contraint. C'est pour ça que dans un des aspects du féminin, dans son côté négatif, c'est tous les mots qui commencent par Sat. Alors donc, par exemple, effectivement, Satan, Saturne, saturé, tout ça, quand on a ces trois lettres, Sat, ça nous parle d'un enfermement. Dans son côté positif, toujours féminin, on a l'aspect de mat. Donc ici avec matière, maternelle, matrice, mathématique, par exemple. Ça, c'est tous les côtés positifs de l'archétype féminin. Sat, au contraire, aurait toutes les connotations de l'archétype négatif en lien avec le féminin. Puisque, encore une fois, pourquoi est-ce que je vous parle du féminin dans l'histoire? Parce que Satan, c'est le prince, entre guillemets, de ce monde-là. Hein, de ce monde anagramme de démon. Quand on parle de Satan, ici on parle de l'obstacle que produit la matière, et donc de l'enfermement. Quand quelque chose est saturé, c'est qu'il est plein. Donc on est dans cette prison que représenterait la matière. Tout dépend de quel pendant on le regarde, soit avec Mat, soit avec Sat. Donc j'y reviendrai dans cette histoire de ce que peut symboliser le féminin un peu plus en profondeur. Mais tantôt le féminin peut être représenté à travers un archétype masculin, tantôt féminin aussi. Donc pas forcément évident et de pouvoir suivre un petit peu la manière dont ces symboles peuvent être interchangeables. Je reviens sur l'idée d'avoir à mettre Saint-Saturnin, cette ville auparavant, qui était, on va dire, une représentation de quelque chose qui était lourd, qui était plombé, quelque chose qui était fermé, comme un couvercle, un seau qu'on avait mis sur cette ville. Mais dès le moment où on y a mis le pont, c'est comme si on ouvrait quelque chose. Parce que là, autant on parle de Saturne, hein, avec le saturnisme, le plomb, donc cette chape de plomb qui est là, qui est présente, et puis du jour où elle a ce pont,
Du jour où elle s'appelle Pont, Pont Saint-Esprit, excusez-moi, on passe à une ouverture qui est vers le haut. Et c'est ça qui, à mon sens, est important de prendre en considération. Ici, vous avez la représentation, le symbole, le blason de l'école de chant de la basilique Saint-Cernin ou Saturnin. On a un lion qui est représenté, un lion d'or dans le rouge, et on a au-dessus donc la colombe, symbole du Saint-Esprit par excellence. Et vous allez voir pour la suite pourquoi est-ce que on a mis en lien le fait que cette basilique, qui est une basilique romane, on lui a mis la représentation du lion et de la colombe, représentation du Saint-Esprit. Et on met ici effectivement le côté papal, hein, avec les attributs qui vont avec. Et puis ici, cette espèce de chapiteau que l'on voit et que l'on retrouve à la basilique Saint-Cernin ou Saint-Saturnin. Alors voici les représentations, les images que je peux vous montrer de Saint-Saturnin. Vous voyez cette tour octogonale qui est la caractéristique de cette basilique, qui est une basilique romaine, qui est vraiment magnifique. Et faut comprendre que la basilique, entre guillemets, à la base, elle est rectangulaire, donc elle est carrée. Et le carré est le symbole de la matière. Or, la sphère, tout ce qui a trait à la sphère, au cercle, est le symbole du spirituel, donc du divin. Donc il y a une opposition entre justement le carré ou le cube et de l'autre côté la sphère ou le cercle. Et comment relier la sphère et le cercle pour que ces deux-là puissent se joindre? C'est au travers de cette tour octogonale. Donc ici le 8 qui décrit l'octogone. Et qui est assez intéressant, c'est que il est à la fois dans... alors le 8, symbole de l'infini, hein, bien évidemment, il est à la fois dans cette jonction entre le carré, le 4, la matière, qui peut amener, à travers justement le fait d'être décomposé en 8 parties, amener vers le spirituel. Et donc la sphère au niveau supérieur. Donc la basilique Saint-Cernin est vraiment magnifique. À l'intérieur se trouve le mausolée de Saint-Saturnin. Donc je ne sais pas si son corps s'y trouve vraiment, ou s'il y a des ossements ou quoi que ce soit, parce que depuis le 3e siècle ou 4e siècle, j'en doute. Mais quoi qu'il en soit, donc voilà ce mausolée. Et puis donc à l'intérieur même de cette basilique, on retrouve la représentation de la Jérusalem céleste. Alors ça, c'est très intéressant. On peut y voir justement en dessous le sceau, qui est la représentation on voit 2 tours, de ce que je peux en voir là présentement. Hein. On voit justement le Christ à travers l'agneau, avec ce symbole de la roue, donc solaire, et puis la représentation des 3 fleurs de lys, représentation déjà de la Trinité avec le Christ, et puis de la royauté, bien entendu, avec la fleur de lys. Autre élément, donc cette représentation de la Jérusalem céleste se trouve au sein de Saint-Saturnin, de cette basilique. Donc elle est magnifique cette construction, je ne sais pas depuis quand elle date, mais elle est, comme vous pouvez le voir, entre ciel et terre. Et dans cette idée-là, on parle bien ici, avec la Jérusalem céleste, d'avoir à faire descendre l'esprit dans la matière. Donc les églises romanes sont parmi les plus magnifiques. Hein. Elles en imposent énormément, mais à l'intérieur, elles ont cette aura, cette énergie bien caractéristique, d'une grande beauté. En tout cas, cette
Cette basilique, elle est vraiment magnifique, hein. Si vous allez à Toulouse, n'hésitez pas à aller la voir, vous ne serez pas déçus. Donc, entre le blason de Saint-Saturnin que je vous ai montré, avec la corrélation que l'on peut y voir avec justement la colombe, représentation symbolique du Saint-Esprit, et cette église de Saint-Saturnin, on est ici dans peut-être l'analyse que j'en ferai, ou le fait d'avoir à décrypter cette symbolique, le fait d'avoir à faire descendre la Jérusalem céleste, mais qu'à un moment donné, cette chape de plomb qui était sur anciennement Saint-Saturnin ne pouvait pas réellement s'exprimer, se libérer, ou avoir à faire descendre quelque chose. Le fait qu'il y ait le pont qui soit mis en avant à ce moment-là, donc au fin XIIIe siècle, nous parle de quelque chose qui se libère. Autre élément qui vient se rajouter, j'en parle un petit peu comme ça, subrepticement, mais on aura à le reprendre un peu plus loin. Donc, au sein de Pont-Saint-Esprit, il y a aussi, puisque elle s'appelait cette ville Saint-Saturnin, il y a l'église Saint-Saturnin de Pont-Saint-Esprit. L'église Saint-Saturnin qui existait à Pont-Saint-Esprit en 984 était celle du prieuré Saint-Saturnin du Pont. Elle est donnée par Gérard d'Uzès à l'abbaye de Cluny. Alors l'abbaye de Cluny, vous en entendez parler là cette fois-ci. On aura l'occasion d'y revenir ultérieurement. L'abbaye de Cluny a été un endroit vraiment important et qui a beaucoup aidé à répandre un certain état d'esprit dans la vie monastique et dans l'aura que pouvaient avoir, on va dire, les moines et les évêques au sein du peuple. On va dire dans le côté positif du terme. Et cette abbaye de Cluny, elle a été initiée par un homme dont on reparlera ultérieurement, qui a un rôle extrêmement important. Donc tout ça pour dire que l'église Saint-Saturnin a été donnée à l'abbaye de Cluny. Donc il y a un lien entre Saint-Esprit, Pont-Saint-Esprit et l'abbaye de Cluny. Dans le descriptif que je voulais vous en faire, donc en fait l'abbaye de Cluny devait suivre les règles de Saint Benoît, à savoir la prière, le travail et la lecture divine, soit la lecture des textes sacrés. Ce qui la caractérise, cette règle de Saint Benoît, ce qui caractérise le plus, c'est sa discrétion, c'est-à-dire son équilibre, sa souplesse, son souci de ne pas faire peser sur les disciples un joug trop contraignant. Donc vers 529, Benoît, donc c'est pas le Saint Benoît dont on parle, mais il a aussi c'est pas le premier Saint Benoît, c'est le deuxième, mais il a il aura une aura extrêmement importante. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est Saint Benoît et l'esprit ou la règle de Saint Benoît qui a littéralement fondé l'abbaye de Cluny. Alors forcément, derrière, on a parlé des hospitaliers dans l'histoire, les hospitaliers qui ont récupéré la manne des Templiers, les hospitaliers qui ont, enfin une partie de la manne des Templiers, qui étaient sous la coupe du pape et qui ont envahi l'île de Rhodes, où ils ont siégé un bon moment, mais ils n'ont pas siégé que là-bas, encore une fois, l'île de Malte, entre autres. Alors, c'est intéressant puisque c'est eux qui ont construit le pont, et encore une fois, l'ordre hospitalier de Saint-Antoine, qui regroupe les frères de l'ordre religieux hospitalier des chanoines réguliers de Saint-Antoine en Viennois, qui dès 1095 à 1776 se consacrèrent aux soins des victimes d'un mal mystérieux nommé mal des ardents, ou feu de Saint-Antoine, ou ignis sacer, à savoir feu sacré. Ce fut une association d'hommes et de femmes engagés dans le soin bénévole aux malades, financés par des quêtes, opérant dans des commanderies réparties dans toute l'Europe et même au-delà, qui pourrait évoquer par ses caractéristiques l'ancêtre des ONG médicales humanitaires actuelles, mais dont l'action s'inscrivait dans le contexte des croyances religieuses du Moyen-Âge,
qui voulait que les épidémies soient envoyées par Dieu et que la guérison passe par la vénération de reliques de saint Antoine. Donc, tout ça pour dire que il y a vraiment un lien spécifique entre cet ordre hospitalier, le feu de saint Antoine, donc on est encore une fois avec l'affaire du pain maudit, on est avec Hérode, qui a donné son nom au Rhône, et avec sa déesse, et donc du fait que l'ordre des hospitaliers était sous la coupe du pape. Ça aussi, c'est un élément qui est important dans l'histoire. Mais c'est eux qui ont soigné donc cette maladie de la feu de saint Antoine durant tout le Moyen-Âge. Maintenant, chose importante qui est très peu su à mon sens, même si on s'en doute fortement, mais au moins c'est mieux en le disant, c'est je suis sur le site de mariedenazareth.com. Et en fait, quand on parle du Saint-Esprit, il faut savoir que le Saint-Esprit est corrélé indéniablement à la Vierge Marie. Donc là, je vous dis, je vais vous lire quelques petits passages pour que vous saisissiez l'ampleur de la chose. Marie est l'Esprit Saint. L'intervention sanctificatrice de l'Esprit chez la Vierge de Nazareth a été un moment culminant de son action dans l'histoire du salut. La sainteté originelle de Marie, œuvre de l'Esprit. Ainsi, par exemple, des pères de l'Église et des écrivains ecclésiastiques ont attribué à l'œuvre de l'Esprit la sainteté originelle de Marie, quasi pétrie par lui et formée comme une nouvelle créature. L'Esprit consacre la virginité de Marie et la rend féconde. En réfléchissant sur les textes évangéliques, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Théo te couvrira de son ombre. Et Marie se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Il découvre dans l'intervention de l'Esprit une action qui consacra et rendit féconde la virginité de Marie et transforma la Vierge en demeure du roi, au lieu de repos du Verbe. Temple ou tabernacle du Seigneur. La grotte. Donc le demeure du roi ou le repos, lieu de repos du Verbe, donc le Logos. Donc on est dans le Christ incarné, dans, entre guillemets, cette grotte ou ce Graal, qui est la matrice du soleil, puisque le Christ, symbole du soleil, enfin symbolisé par le soleil. On peut aussi mentionner donc, c'est aussi l'arche d'alliance ou de sanctification, titre riche de résonance biblique. Marie, épouse et demeure permanente de l'Esprit. Donc la Vierge qui n'était pas mariée se mariait avec l'Esprit. Donc ce qui est important en fait dans l'histoire de Pont Saint-Esprit, c'est qu'on parle de ça. On parle en fait de la Vierge Marie. Pont Saint-Esprit ou Saint-Esprit ou Vierge Marie, c'est exactement la même chose. Ici, on parle du côté bénéfique, si on peut dire, du féminin. Son aspect lumineux. Dans le sens du sacré, c'est l'aspect lumineux de la matière. Puisque inondé du Saint-Esprit. Fait modeler par lui. Alors, c'est intéressant puisqu'on parle de Pont Saint-Esprit. Et dans les expressions populaires, vous savez ce qu'on dit, être saint d'esprit. Or, qu'est-ce qui s'est passé avec le pain maudit? On va appeler cet épisode comme ça. Jour de la Vierge, 15 août 1951. Donc on a cette histoire où les gens ont perdu la tête. Ils n'étaient plus saints d'esprit. On continue. Ici, une représentation de la Vierge de l'Apocalypse. Alors, c'est pas la Vierge de l'Apocalypse, c'est la femme vêtue du soleil, la lune sous ses pieds, figurée ici avec la couronne de Saint-Étienne, peinture hongroise par Ferenc Zoldatitz. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu vous représenter cette dame
Ben, c'est qu'ici, cette dame, c'est une des... Alors, difficile de ne pas reconnaître la Vierge et l'enfant, on est d'accord. Mais on l'appelle pas la Vierge et l'enfant, on l'appelle la femme de l'Apocalypse. Premier élément, donc elle est recouverte de bleu, de rouge, elle a l'enfant qui fait signe de la croix, ils sont tous les deux auréolés, difficile donc de ne pas y voir la Vierge et l'enfant. Et derrière la Vierge, le soleil. Et c'est l'une des rares représentations de la Vierge qui littéralement prend toute la place par rapport à son enfant et elle-même symboliquement représente le soleil. Le soleil, archétype masculin par excellence. Elle est assise sur la lune. La lune, ici, donc, symbole du féminin. Donc c'est comme si, d'une certaine manière, sa posture royale, qui là est assise, était dans cette connexion entre masculin et féminin. Masculin le soleil, féminin la lune. Et on peut voir que sous ses pieds, elle marche ou elle tient sous son pied le serpent. Le serpent étant ici, alors le serpent a toujours eu beaucoup de représentations symboliques, hein, tantôt bénéfiques, tantôt maléfiques. Donc il faut savoir que le serpent est le seul animal dans le jardin d'Éden à pouvoir parler, être doué de parole. Hein, c'est celui qui a amené, donc c'est pour ça que aussi le serpent est le symbole de la connaissance. Et qu'elle le maintient sous son joug, sous son pied. C'est intéressant puisqu'on parle de pont Saint-Esprit, et pont Saint-Esprit, avec son pont, est directement connecté à la ville de Mondragon. Donc, difficile de ne pas voir ici une connexion liée à l'Apocalypse de Saint Jean, bien évidemment, puisqu'on a cette femme qui relie la lune et le soleil, donc l'ombre et la lumière, tout en maîtrisant, j'aurais tendance à dire, le dragon, ou le serpent, ce qui revient exactement au même. Et vous savez, c'est comme le caducée d'Hermès, où on représente le serpent comme montant le long de la colonne vertébrale, des 33 vertèbres. Et dans ce sens-là, qui dit 33 vertèbres, dit la montée de la Kundalini. Qui dit montée de la Kundalini, dit illumination en faisant sauter les 7 sceaux, en tout cas tel que mentionné dans l'Apocalypse de Saint Jean, les 7 sceaux, mais ça pourrait être effectivement les 7 roues ou portes que représentent ces chakras. Et cette Vierge à l'enfant est tout à fait, je trouve, en lien avec ce qui s'est passé à travers tous les éléments, les événements dont je vous ai parlé, à savoir donc le bombardement du pont, le pain maudit et l'ordre du temple solaire avec Joseph d'Imambro. Donc ces différents éléments sont intrinsèquement liés et sont liés à l'Apocalypse. Plus spécifiquement, j'aurais tendance, et je vais étayer tout ça au fur et à mesure de ce documentaire, plus spécifiquement à la fin des temps, et il s'agit ici de symboles ou de rituels qui sont faits, conscients ou inconscients, pour ma part c'est conscient, pour pouvoir singer, mimer ou ordonner, pourrait-on dire, la conscience de la France, ou la montée de conscience de la France. Alors qu'est-ce que nous dit justement Guénon, René Guénon, sur la symbolique? Alors là il s'agit d'un extrait de son livre Symbole de la science sacrée, que je vous recommande, vous pouvez télécharger gratuitement sur internet. Je vous précise que j'en ferai un livre audio. Alors ici, voici ce que nous dit René Guénon sur la symbolique du pont. Il s'agit du sens originel du mot setu, qui est le plus ancien des différents termes sanscrits désignant le pont, et le seul qui se trouve dans le Rig Veda. Ce mot, dérivé de la racine si, attaché, signifie proprement un lien. Et en effet, le pont jeté sur une rivière est bien ce qui relie l'une des rives à l'autre. Mais outre cette remarque d'ordre tout à fait général, il y a encore dans ce qui est impliqué par ce terme quelque chose de beaucoup plus précis.
Il faut se représenter le pont comme constitué primitivement par des lignes, qui en sont le modèle naturel le plus orthodoxe, ou par une corde fixée de la même façon que celle-ci, par exemple à des arbres croissant sur les deux rives, qui paraissent ainsi effectivement attachées l'une à l'autre par cette corde, les deux rives représentant symboliquement deux états différents de l'être. Il est évident que la corde est ici la même chose que le fil qui unit ces états entre eux, c'est-à-dire le sutratma lui-même. Le caractère d'un tel lien, à la fois ténu et résistant, est aussi une image adéquate de sa nature spirituelle. Et c'est pourquoi le pont, qui est aussi assimilé à un rayon de lumière, notamment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, arc, d'un point de vue étymologique, c'est lumière. C'est pour ça qu'on parle de arc électrique. Donc, qui est aussi assimilé à un rayon de lumière, est souvent décrit traditionnellement comme aussi étroit que le tranchant d'une épée, ou encore, s'il est fait de bois, comme formé d'une seule poutre ou d'un seul tronc d'arbre. Cette étroitesse fait également apparaître le caractère périlleux de la voie dont il s'agit, qui est d'ailleurs la seule possible, mais que tous ne réussissent pas à parcourir, et que bien peu même peuvent parcourir sans aide et par leurs propres moyens, car il y a toujours un certain danger dans le passage d'un état à un autre. Mais ceci se rapporte surtout au double sens bénéfique et maléfique que le pont présente, comme tant d'autres symboles et sur lesquels nous allons avoir à revenir tout à l'heure. Les deux mondes représentés par les deux rives sont, au sens le plus général, le ciel et la terre, qui étaient unis au commencement et qui furent séparés par le fait même de la manifestation, dont le domaine tout entier est alors assimilé à une rivière ou à une mer s'étendant entre eux. Le pont équivaut donc exactement au pilier axial qui relie le ciel et la terre, tout en les maintenant séparés, et c'est en raison de cette signification qu'il doit être essentiellement conçu comme vertical, de même que tous les autres symboles de l'axe du monde, par exemple les cieux du chariot cosmique, lorsque les deux roues de celui-ci représentent pareillement le ciel et la terre. Ceci établit également l'identité fondamentale du symbolisme du pont avec celui de l'échelle, dont nous avons parlé à une autre occasion. Ainsi, le passage du pont n'est pas autre chose en définitive que le parcours de l'axe, qui seul unit en effet les différents états entre eux. La rive dont il part est, en fait, ce monde, c'est-à-dire l'état dans lequel l'être qui doit le parcourir se trouve présentement, et celle à laquelle il aboutit après avoir traverser les autres états de manifestation est le monde principiel. L'une des deux rives est le domaine de la mort, où tout est soumis au changement, et l'autre est le domaine de l'immortalité. Donc, ce qui est intéressant ici avec le pont et la symbolique du pont, peut-être qu'on a effectivement deux rives qui sont diamétralement opposées, entre Avignon d'un côté et Pont Saint-Esprit de l'autre, ou Pont Saint-Esprit surtout Mondragon, entre le soleil, entre guillemets, ou la lune, avec Mondragon, et cet axe qui se trouve pour l'instant en 2D, qui est le pont, mais qui doit être vu comme étant mis à la verticale, puisqu'on parle d'un principe axial ici, d'un état, d'un changement d'état. C'est pour ça que je vous parlais d'une montée Kundalini avec le serpent, avec Mondragon. Parce que quand on parle de Mondragon, alors déjà d'un point de vue des éléments factuels, Mondragon ici nous est donné avec Wikipédia. Mondragon est une commune française située dans le département du Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc effectivement de l'autre côté, comme je vous l'avais montré avec les cartes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un château, effectivement, à Mondragon, et ce château appartenait aux dragonnets de Mondragon. Donc, ici, je suis sur Généanet, donc tout ce qui a trait à la généalogie. Dragonnet, mari de... Bon, je ne sais pas si c'est pas vraiment important de vous le lire, donc là on voit, hein, on est 12e siècle, donc c'était de père en fils, hein, forcément, puisque c'était des ducs, et que ces ducs-là en question étaient sous la coupe directe du comte de Toulouse. Et ils obéissaient au comte de Toulouse.
Donc là, par exemple, je peux vous lire, Montauban est situé près de Mévouillon, entre Orange-Bolène et la Croisière. C'est un village fameux à cause de l'atelier monétaire des archevêques d'Arles. Les terres de la baronnie de Montauban au Moyen-Âge proviennent probablement de celles de Mévouillon, donc ça c'est pas important. Les Mondragons ont tenu un rang considérable au XIIe siècle et pendant la première moitié du XIIIe, en 1160, 1173 et 1194 et jusqu'en vers l'an 1250. Donc ici, c'est intéressant, c'est juste après la fin des Cathares, 1244 à Montségur, et c'est juste avant que Pont-Saint-Esprit prenne ce nom et que le pont soit construit. Nous les voyons donc comme témoins dans des actes importants. Dragonnet, paraît-il, excusez-moi, page 255, donc de Gallica, c'est la Banque nationale c'est pas la Bibliothèque nationale de France, pardon, page 255. Dragonnet paraît le troisième des ides de janvier 1160 comme fiduciaire de la donation faite par Raymond V, comte de Toulouse, à Raymond, évêque de Carpentras, du château de Vénesquette et de ses dépendances. On le trouve avec la même qualité à la publication du testament d'Hermésinde, comtesse de Melgueil, le 3e des nonnes de novembre 1186, conjointe avec son fils Dragonnet. Le père et le fils sont encore témoins en juin 1189 de l'hommage d'Aymar de Poitiers, comte de Valentinois, à Raymond, comte de Toulouse, pour le comte de Diois. Nous ne savons si c'est lui ou son fils Dragonnet qui figure sous le nom de Dragonetus Donus dans le traité entre Guillaume comte de Faucalquier et Raymond VI de Toulouse en 1195 et dans la transaction entre Guillaume des Beaux-Princes d'Orange et Rambaud de Montpellier, co-seigneur d'Orange en mars 1203. Donc tout ça pour vous dire que Mondragon et les Dragonnets ont joué un rôle essentiel dans plusieurs actes de fiduciaires, d'échange de terres, notamment où ils ont suivi, à travers les 3 dates dont on vient de parler, des signatures en lien avec le comte de Toulouse, qui était le comte, il était plus fort que le roi de France, pour vous donner un exemple, et la puissance du comte de Toulouse, et de ce qui régnait en Occitanie. Donc, il est à noter qu'une fois que les Cathares et les Templiers ont disparu, les Dragonnets ont disparu. Alors, quel était le blason de la famille des Mondragons? Eh bien voilà, ici on peut en voir la représentation. Donc De Gueule a 2 dragons monstrueux d'or posés sur le pied gauche, tenant de leur main droite leur barbe, le tronc terminé en serpent rongeant leur dos, les extrémités en vipère à la tête humaine. Des sceaux du XIIIe siècle présentent 2 dragons, les couleurs n'étant pas représentées. Des armoriaux plus récents, dont l'armorial d'Osier, donnent ces couleurs, mais avec un seul dragon au lieu de 2. La version ici proposée est aussi portée par la famille d'Ancézune, alliée au Mondragon. Donc voilà, on présuppose, en tout cas, on ne sait pas si c'est les bonnes couleurs, on présuppose. Mais voici le blason des Dragonnets, ou des Mondragons. Donc ici, ce qui est intéressant ici, c'est que les dragons que l'on voit sont assez assimilables, de mon point de vue, à des lions. Et c'est intéressant parce que le lion est un symbole solaire. D'ailleurs, pourquoi les avoir fait en jaune? Et pourtant, le lion est un symbole masculin, puisque le soleil, alors que le dragon, on parle du dragon en parlant du féminin. D'ailleurs, le dragon est généralement associé à la femme. Ne réveillons pas le dragon en elle, dit-on. Une femme peut être un véritable dragon. Alors pourquoi est-ce qu'on parle du dragon et qu'on l'associe souvent à la femme ou au serpent, ce qui fait écho à Ève dans cette histoire? Parce que le dragon, en fait, réunit les 4 éléments en lui. Il a non seulement, on dit qu'il est fort, il a le feu, puisqu'il crache du feu, il a l'eau, puisqu'il a des écailles, comme un poisson, il peut voler dans les airs, qu'il ait des ailes ou pas, comme en Asie,
et il dort à l'intérieur de la terre, où il garde un trésor. Donc on retrouve cette histoire de grotte, de caverne, de matrice, qui présente un changement d'état à venir. Donc le dragon veille, et en même temps, il ne faut pas avoir à provoquer le dragon. Mais il y a aussi un autre élément, puisque on peut parler ici dans le dragon, comme je vous l'ai dit, avec le serpent et Notre-Dame de l'Apocalypse, d'avoir à faire monter l'éveil, entre guillemets, de cette Kundalini, faire montrer le dragon, Pinga, et puis Pingala, entre ces deux dragons qui montent et qui descendent, encore une fois, avec le caducée d'Hermès. Mais il y a aussi un autre élément avec le dragon, qui est intéressant. C'est que dans ce que je vous disais, dans le fait que le dragon est fort, en fait, s'il s'agit d'avoir à représenter le féminin ici, c'est parce qu'on parle du chakra racine. Le dragon monte ici au niveau du chakra racine, au niveau du sacrum, ce qui est sacré, et ce qui crée donc quelque chose, à savoir une montée, une élévation de conscience, une élévation énergétique. Mais il ne s'agirait pas que cette montée soit chaotique. Parce que si le dragon sort et que c'est l'ego qui s'en charge d'avoir à monter au ciel, et ben là on a la représentation symbolique, encore une fois, de l'archange Michael. L'archange Michael qui, avec sa lance ou son épée, donc l'archange Michael qui clairement est le symbole du soleil aussi, on le retrouve au Mont Saint-Michel. Mont Saint-Michel, forme d'une pyramide ou d'une montagne, on y reviendra aussi, mais il faut savoir qu'aussi au Mont Saint-Michel, donc Dixit Patrick Borenstenas, toute l'abbaye du Mont Saint-Michel a été construite parce qu'il y a un puits, que ce puits donc descend dans la terre et que certaines énergies sont canalisées au sein de ce puits, remontent de la terre-mère et sortent en étant canalisées par l'abbaye, puisque là on a ici une structure qui vient ordonner l'énergie, et donc le dragon sort, mais il est canalisé ici. Donc on ne devient pas fou. Mais si le dragon venait à sortir, fort de son ego, eh bien peut-être qu'on pourrait perdre la tête. Peut-être que d'être quelqu'un sain d'esprit, on pourrait devenir totalement fou. Si vous voyez ce que je veux dire. Quand l'archange Michael terrasse le dragon, en fait en terrassant le dragon, il le remet en terre. Il ne le tue pas, il le remet en terre. Ce que dit l'archange Michael au dragon, c'est « tu ne peux pas venir au ciel avec la forme, avec ta forme, donc avec ta cuirasse, avec ton ego ». La cuirasse, symboliquement, est la représentation de l'ego dans cette histoire. Donc, ce que fait l'archange Michael en terrassant le dragon, ou Saint-Georges d'ailleurs, ce qui est exactement la même chose, c'est d'avoir à remettre le dragon en terre, dragon qui veut monter au ciel, mais en lui disant, il faut que tu te dépouilles, il faut que tu enlèves ta cuirasse, il faut que tu enlèves tout ce que tu crois être de ton ego pour pouvoir monter au ciel, que ta puissance s'éveille, et que tu puisses monter et être accueilli parmi nous. Donc en fait, cette énergie peut être extrêmement chaotique. D'ailleurs, ne dit-on pas de quelqu'un, parce que je vois de certains qui parlent de la Kundalini Yoga, donc c'est à travers des exercices de respiration ou de posture, d'avoir à faire monter artificiellement la Kundalini pour avoir justement la libération, l'éveil de conscience, etc. Et attention, parce que si l'ego est encore trop fort, s'il y a encore trop de résistance, eh bien, une personne qui fait monter artificiellement, pourrait-on dire, ou en accéléré cette Kundalini, peut littéralement perdre la tête et finir en hôpital psychiatrique. Alors, de l'autre côté, je suis obligé, là j'ai parlé de mon dragon, je suis obligé d'avoir à aborder Avignon. Avignon est importante. Obligé de parler d'Avignon. Pourquoi ? Parce que dans mes recherches,
Et je remercie notamment Sophie et Alexandre Rouget qui ils se reconnaîtront, hein, qui m'ont aidé. En tout cas en me donnant certaines pistes qui étaient plus qu'intéressantes. On rappellera ceci. Alors Avignon, cité des papes, et vous n'êtes peut-être pas sans savoir que Jackie Kennedy, dont la First Lady, donc Jackie Kennedy, femme du défunt JFK, John Fitzgerald Kennedy, mort assassiné, en fait elle avait des attaches à Pont-Saint-Esprit. Et elle est venue, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Alors regardez bien ce que nous dit Midi Libre, par exemple. L'épouse du président Kennedy séjourna en 1993 à l'Hôtel d'Europe à Avignon, à 50 km de Pont-Saint-Esprit, la ville natale de son ancêtre Michel Bouvier, qui émigra aux États-Unis en 1815. Découvrez la chambre 303 de la First Lady dont le biopic Jackie sort sur les écrans le 1er février. Alors plusieurs éléments nous sont donnés dans cette histoire. La première, c'est qu'elle va à Avignon, elle se rend à Avignon, elle loge à Avignon, à l'Hôtel d'Europe. Donc là on est en 1993. Et notamment, elle décide, dans cet hôtel, elle a, la chambre 303. Vous savez qu'en numérologie, le 0, comme le dit Christine Lagarde, vous enlevez le 0. Donc on a le chiffre 33. 33, c'est intéressant puisqu'on retrouve les 33 vertèbres de la colonne vertébrale, qui sont les 33 degrés de la franc-maçonnerie, donc les 33 étapes ou portes qui doivent être le chemin, le pont, pour monter d'en bas en haut. En l'occurrence, Jackie Kennedy, effectivement, ses ancêtres, son arrière-arrière-grand-père, est natif de Pont-Saint-Esprit. Et il s'appelle, de son nom de famille, la famille Bouvier. Voilà. Donc là, Jackie Onassis Kennedy, ancienne première dame des États-Unis, au destin hors du commun et aux racines françaises, Jacqueline Bouvier avait des attaches à Pont-Saint-Esprit. A en effet passé quelques jours dans la chambre 303, sans doute la plus belle suite, on s'en fout. Est-ce que Jacqueline Kennedy, anciennement Bouvier, est allée ou s'est rendue à Pont-Saint-Esprit où elle avait ses racines ? Je pense que oui. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que sur Pont-Saint-Esprit, on peut avoir la liste des maires qui ont fait partie de Pont-Saint-Esprit. Et il y a toujours des Bouviers qui habitent, ou en tout cas qui habitaient encore récemment, Pont-Saint-Esprit. Quand je dis ça, c'est qu'on a dans la liste des maires Jérôme Bouvier, donc cousin, ancêtre de Jacqueline Kennedy, ou Bouvier, ce qui est exactement pareil, qui donc était en mai 2024 à juin 2024, mai à juin, cadre de la fonction publique territoriale démissionnaire. D'ailleurs, il est intéressant de noter qu'en ce moment même en Martinique, c'est un Bouvier qui gère l'île, qui est un représentant de l'État. Bref, c'est pas que ça, parce que Pont-Saint-Esprit, au travers du temps, a fait couler de l'encre, et il y a des personnages très importants. Pour un petit village de l'après-guerre avec 4500 habitants, qui aujourd'hui en a 10 000 habitants à peu près, elle a eu l'occasion de donner des personnes très importantes. Alors quand je vous montre comme ça la liste, on remonte là jusqu'à 1420, pardon. Alors on a conseiller général de Pont-Saint-Esprit, sénateur, député, sénateur, et là au fil des siècles, député, sénateur, cadre supérieur, président du conseil général du Gard, ministre délégué au commerce et à l'artisanat. Alors Gilbert Baumet qui a en fait endetté Pont-Saint-Esprit. Il y a eu des procès qui ont duré bon nombre de temps, mais cet homme-là, alors il s'est accroché au pouvoir comme jamais, Gilbert Baumet, de 1971
à 2010. Je ne sais pas si vous imaginez le temps que cet homme est resté. Et il a endetté, bon, il a fait ce que Sarkozy a fait hein, pour nous. Hein. Il a, enfin Sarkozy, pardon, Macron, enfin de toute façon ils ont tous contribué, mais... Alors Gilbert Baumet, lui, il bat tous les scores. Mais je reviendrai sur Gilbert Baumet d'ici quelques instants, mais on n'a pas que lui. On a Raoul Trintignant. Raoul Trintignant qui est né à Pont-Saint-Esprit et qui est le père de l'acteur Trintignant, qui est originaire donc de Pont-Saint-Esprit. Donc étonnant cette petite ville du Gard qui a autant de personnalités et notamment avec des postes de hauts fonctionnaires. Donc tout ça pour dire que bizarre ce qui émane de Pont-Saint-Esprit au point d'avoir Jacqueline Kennedy, donc, dont son descendant était originaire de Pont-Saint-Esprit, et d'ailleurs, comme on peut le voir là, Jérôme Bouvier a certainement des liens de parenté avec Jacqueline Kennedy encore aujourd'hui. Donc la famille Bouvier. Et Bouvier, quand même, c'est un nom particulier, je vais revenir d'ici quelques instants. Alors là, c'est juste pour vous montrer. Ici, objectif Arles-Gare, scandale de l'été, la rocambolesque fin de règne, parce que c'était vraiment ça, de Gilbert Baumet à Pont-Saint-Esprit. Voilà. Donc Gilbert Baumet en conseil municipal de Pont en décembre 2014. Tout l'été, Objectif Gare vous propose, bon, on s'en fout. La préfecture a dit halte au feu, c'est marrant. Alors halte au feu parce qu'il a brûlé littéralement les finances. Hein. Il y a eu détournement de fonds, etc. Donc voilà. Et donc il a été reconnu coupable après je ne sais plus combien d'années où il a même fait appel. Ce mec-là est incroyable. Même pris la main dans le pot de confiture, il clamait son innocence et ça a fini là il y a quelques années, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, des manifestations, une démission surprise, une affaire montée à base de mensonges et de manipulations politiques. Roland Dumas est marché public suspect. Donc voilà. Et aujourd'hui, Pont-Saint-Esprit est l'une des villes de France les plus endettées. Elle est littéralement plombée. Ah, ah, ah. Bref. Mais c'est pas que. Alors, ici, obligé de mettre en perspective. Alors, et c'était assez récent, puisqu'on parle de voilà, Mondragon, Pont-Saint-Esprit, Avignon, bien évidemment. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a d'autres éléments qui vont venir se rajouter au sein de ce petit coin entre Provence et Gare. Mais en l'occurrence, voici les vacances des Obama en Provence. Où vont-ils séjourner ? Arrivé ce vendredi 14 juin au soir à l'aéroport d'Avignon, la famille Obama devrait séjourner dans une maison de maître située sur l'île de la Barthelasse. Et effectivement, donc la famille Obama, au grand complet, sont venus le 14 juin 2019, donc très récent, hein, ça remonte juste avant le Covid en fait. Intéressant. Juste avant le Covid. Et donc ils sont venus, Michel, Barack et leurs deux filles. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'ils ont séjourné. Alors on pensait qu'ils allaient prendre sur la côte, enfin la rive droite du Rhône, à savoir en face du pont d'Avignon, en face d'Avignon en fait, où il y a Villeneuve-lès-Avignon, hein, qui se trouve juste en face donc d'Avignon, mais de l'autre côté, qui avant réunissait Avignon à travers son pont. Donc si vous comprenez bien ce que je dis, Villeneuve-lès-Avignon avait un pont avec Avignon, c'était le fameux pont d'Avignon, vous savez, de la chanson, on y reviendra d'ici quelques instants, mais ce pont avait 22 arches, puisqu'il n'existe plus aujourd'hui. Alors 22 c'est intéressant, puisque là on retrouve les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, et que aujourd'hui donc ce pont n'est plus, il était extrêmement long, et il recouvrait notamment, il y a entre Villeneuve-lès-Avignon et Avignon, il y a une presqu'île. Je vous montre ici les photos.
Alors voici une image qui date, hein. Je n'arrive pas à savoir à quand elle remonte, mais elle n'est pas toute jeune. Mais en tout cas, vous voyez d'où elle vient, cette carte d'Avignon. Elle vient de l'université hébraïque de Jérusalem et de l'université de la librairie nationale juive. Donc on voit Avignon avec la cité des papes sur la butte à Avignon, et on voit ce fameux pont qui était encore présent à l'époque et qui traversait et qui rejoignait justement Villeneuve-lès-Avignon. Et vous voyez que entre Villeneuve-lès-Avignon et Avignon, il y a des presqu'îles qui sont au sein du Rhône. Et en fait, c'est dans ces presqu'îles que la famille Obama a pu siéger dans un hôtel particulier. Enfin, c'était même pas tant un hôtel, je crois que c'était une villa qui avait été proposée par un de leurs amis. Donc le choix peut paraître surprenant, mais c'est bien dans le sud de la France. Accompagné de son épouse Michel et de leurs deux filles Sacha et Malia, il est arrivé ce vendredi 14 juin vers 22 h à l'aéroport d'Avignon à bord de leur jet privé, avant de prendre la direction de Villeneuve-lès-Avignon, commune du Gard en face d'Avignon, dans le Vaucluse, de l'autre côté du Rhône. Plusieurs dizaines de curieux avaient fait le déplacement pour tenter d'apercevoir la famille du prix Nobel de la paix. Aucune confirmation officielle n'a été apportée sur les lieux de résidence exacts de l'ex-président démocrate et sa famille, mais selon nos informations, la famille Obama passera la semaine sur l'île de la Bartelasse, entourée par 2 bras du fleuve et à quelques kilomètres de la cité des papes. Comme l'indique Midi Libre, les anciens locataires de la Maison Blanche vont être hébergés dans le mas des Poiriers, une maison de maître du XVIIIe siècle qui appartiendrait à une famille américaine, une propriété luxueuse de 26 hectares qui comporte pas moins de 9 chambres, 8 salles de bain, une piscine et un court de tennis. Tarif de la location pour la semaine affiché sur le site du domaine, 55 000 €. C'est intéressant que la famille Obama vienne à Avignon. Alors, vous allez voir, on va aller beaucoup plus loin parce qu'il y a un lien entre les Obama et les Kennedy. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Mais ce qui est intéressant, c'est que ils vont sur cette presqu'île au sein du Rhône. Et on a vu tout à l'heure la symbolique du pont, et notamment de ce que le Rhône symbolisait, à savoir cette nymphe fille de Poséidon, mariée à Hélios, le dieu soleil. C'est ça, hein, le Rhône. Je précise ici, et je fais une petite parenthèse, concernant Michelle Obama et tous les on-dit sur le fait que ça soit un trans. Je mets ça en perspective parce que dans l'histoire que je vais vous raconter, on va y venir. Je continue. Alors voici le pont d'Avignon tel qu'il était à l'origine, avec ses 22 arches. Mais en fait, on appelle le pont d'Avignon, mais c'est pas, il porte pas ce nom. Hein. C'était, je vais vous le dire, le pont Saint-Bénézet. Et donc au sein de ce pont Saint-Bénézet, il y avait une petite chapelle qu'on voit là en représentation, qu'on verra sur d'autres photos que je vous montrerai. Et donc on voyait effectivement cette petite chapelle. Et ce pont était aussi étroit. Et alors pourquoi est-ce que je vous fais part de ça? Parce que vous voyez ici, je suis sur le site de Avignon guide historique. Et la question se pose puisque Avignon avait un pont qui surplombait le Rhône. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'importance pour qu'une ville puisse accueillir un roi ou puisse avoir un rôle prépondérant au sein du pays, devait avoir un pont et être près d'un grand fleuve. En l'occurrence, il y a eu cette fameuse chanson sur le pont de Saint-Bénézet, hein. Sur le pont d'Avignon, dit la chanson. Mais alors, sur ou sous le pont? Je vous parle de ça parce que ça peut paraître con, je sais, mais au même titre que le pont de Pont-Saint-Esprit,
le pont était assez étroit. On ne pouvait pas, alors je parle du pont Saint-Esprit, mais c'était pareil pour le pont d'Avignon. On ne pouvait pas l'emprunter, on devait descendre de son chariot, on devait descendre et laisser passer les marchandises dans un premier temps, et la plupart des gens passaient sur un radeau qui faisait la longueur du fleuve, enfin la largeur du fleuve pour pouvoir traverser. Donc tout ne passait pas, et on ne pouvait passer que d'une manière très distincte, pour pas dire sommaire. Donc la vérité a certainement été déformée pour des raisons de sonorité et d'allitération, parce que quand on voit le pont Saint-Bénézet, alias le pont d'Avignon, on doit nécessairement se rendre à l'évidence. Avant les restaurations entreprises depuis la fin du XIXe siècle, le pont Saint-Bénézet est resté pendant très longtemps un tas de vieilles pierres branlantes et dangereuses sur lesquelles personne ne voulait aller. Compte tenu de la très faible largeur du pont, et en l'absence de rambarde efficace, il y est déjà dangereux d'y circuler, il faut rester attentif en permanence. Même avec du matériel moderne, il serait très difficile de sonoriser efficacement un ouvrage aussi étroit et tout en longueur. De plus, il faudrait qu'il n'y ait pas de Mistral le jour J, car il a vite fait de rendre le pont impraticable, sachant qu'il souffle plus de 100 jours par an en moyenne. Y danser, surtout en rond, relèverait donc de l'inconscience totale, car si le Rhône est un long fleuve, il n'est pas tranquille du tout. Ses eaux sont froides, rapides, tumultueuses, en même temps c'est le nom qu'il porte, c'est ce qu'il veut dire, et le plus souvent mortelles quand on a le malheur de tomber dedans. Il paraît donc raisonnable d'en conclure qu'on dansait sous le pont d'Avignon et non pas sur. C'est-à-dire qu'on faisait la fête sur les berges du Rhône, vraisemblablement à proximité de la première arche du pont et sur l'actuel boulevard du Rhône, entre les remparts et le fleuve. Donc voilà, de toute façon, ce pont-là n'existe plus aujourd'hui, il n'y en a que somme toute, des restes, comme vous pouvez le voir sur ces images. Chers amis, voilà que se termine la partie que vous pouvez retrouver sur YouTube. Le reste de cette investigation, en tout cas cette grande partie qui fait plus de 3h30, vous la trouvez sur notre Patreon, sur Immedia. Vous avez le lien dans le descriptif pour pouvoir y avoir accès. Et je vous retrouverai en tout cas pour une autre partie qui sera un complémentaire de cette dernière. On ira un peu plus en profondeur, que cela soit à travers le bombardement du pont, de Pont Saint-Esprit, ainsi que d'avoir à investiguer et d'avoir à vous révéler qu'est-ce qui se cacherait derrière l'histoire du pain maudit, donc en 1951. Là-dessus, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.